Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 mai 2019. Merci d'être au rendez-vous du décryptage de l'actualité avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Ratifo, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de toujours répondre à ce rendez-vous de décryptage. La semaine aura été marquée par l'actualité du Parlement avec les rendez-vous du 16 et du 17 qui, sans problème, ont été vécus par les Béninois. Est-ce là le signe du triomphe de la démocratie? C'est plutôt le signe du triomphe de l'abnégation, le signe du triomphe de la rigueur, le signe du triomphe de la discipline et le signe du triomphe de la soumission aux lois et aux institutions qu'on s'est données. Je pense que notre démocratie, effectivement, a gagné en rigueur et en vigueur ce 16 mai. Et il est important donc de le remarquer. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et à ceux qui pensent le contraire. Je pense que quand on pose les formules et on les analyse au regard des événements, des actes, des faits, le 16 mai est une grande journée, fut une grande date et restera comme une date majeure dans l'édification d'une démocratie de rigueur, une démocratie de discipline sans laquelle on ne peut rien obtenir, on ne peut rien bâtir en termes de cité et en termes de rêve pour un Bénin meilleur. Alors, un mot avant de revenir aux différentes diplomaties qui s'amorcent parallèlement à ce qui se fait à l'Assemblée nationale. L'ambiance donc dans laquelle ça s'est déroulé, un mot. Écoutez, c'est une ambiance de fête. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? En fait, il y a deux regards qu'on porte sur ce pays et on porte sur les événements. Moi, quand je vois comment, je veux dire, durant la campagne électorale, quand tout le monde s'agitait, quand on criait que c'est le déluge à Cotonou, que c'est carnage au Bénin, que rien ne fonctionne, le pays tourne. Les populations vaquent à leur occupation. Même le 2 mai, au petit matin, après les petites chauffourées de Kadjeron, les gens allaient vaquer à leur occupation. L'observateur attentif qui constate déjà comment la campagne électorale s'est déroulée et comment les élections, quand j'entends des gens dire élections émaillées de violence dans le pays, mais c'est dangereux, c'est grave, c'est des codes vérités. Le 28, les élections se sont bien déroulées dans toutes nos localités, sauf 39 dans lesquelles il y a eu des situations créées par certaines personnes, et dont certains commencent par être démasqués. Et le reste, soit ils sont démasqués, soit ils ne le sont pas. Mais sur 500, si tu peux 600 arrondissements, que 39 il y a eu des échauffourées. Mais il y a dans beaucoup de démocraties des endroits où il y a des incidents le jour des élections. On regarde, c'est une affaire de valeur, donc de portée. Et dans le cas d'espèce, à Cotonou, ça s'est bien déroulé. Qu'on ne mélange pas. Les gens ne sont pas sortis, on dit, bon voilà. Alors, il y a tout un méli-mélo, une sorte de mélange de gens, de mélange de styles qui font que, finalement, on pense que cette date du 16 était particulière. Non. C'est vrai qu'il y a une atmosphère qui a été installée, et qui a obligé le gouvernement à déployer un certain nombre de moyens pour quand même sécuriser les lieux, sécuriser les personnes, sécuriser les biens. Sinon, à l'intérieur, dans le pays, c'est ambiance bon enfant, une très bonne ambiance. Et ça, il n'y a que les aveugles qui n'aient pas vu, qui n'aient pas perçu vraiment cette ambiance bon enfant, cette ambiance de fête. Parallèlement à ça, les différentes diplomaties qui s'amorcent, entre autres les opposants plutôt qui se font remarquer dans certaines capitales, notamment avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est vrai qu'il y a une sorte de chassé-croisé diplomatique. Il y a quelques jours, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre d'État Koupaki et d'autres qui ont sillonné certaines capitales pour porter les messages du chef d'État. Je pense que le chef d'État a dû dépêcher sa mission pour informer un peu ses pairs, informer la communauté politique internationale de comment les choses sont réellement passées au Bénin. Parce qu'il y a une sorte de désinformation, une sorte de tir croisé pour noircir tout ce qui se passe au Bénin. Ça, c'est indéniable. Et le silence des autorités ne peut que renforcer cette situation. Oui, parfois, le silence est pudique. On se dit, mais la vérité éclatera, on n'a pas besoin de faire du bruit. Au même moment, aujourd'hui, à l'ère du numérique,
Et tout va tellement à la fabrication de l'information, tout. Quand vous regardez derrière la caricature qui se fait derrière le scrutin, comme je vous l'ai dit, on dit une campagne émaillée de violences, d'incidents, des morts, tout ce que, tout ce que les gens ont déjà écrit, ont voulu dire, mais qu'ils ne se pas faire remarquer sur le terrain. C'est ça qu'on le dit quand même. On le dit, on le martèle, on le répète d'un organe de presse à un autre pour montrer qu'au Bénin ça va mal, pour montrer. Et pourtant, ils n'ont même pas mis pied au Bénin. Ils n'ont même pas mis pied ici. Et comme ils ont quelques laquais, valets sur les lieux, alors donc de relais négatif en relais négatif, on peint la situation comme une situation dangereuse où rien ne va au pays. Non. Quand on en arrive même à voir les gens liés, les enlèvements à Tandieta, ou si vous voulez, au scrutin électoral. Oui, mais c'est quand même d'autant plus grave que même la France qui est chargée de l'opération de libération devrait monter au crayon pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même dangereux qu'on salisse la mémoire d'abord de nos compatriotes, d'abord les conditions dans lesquelles il a été tué, mérité dans d'autres pays. On aurait regardé de près la manière dont les otages ont été libérés et peut-être se demander s'il n'y avait pas quelque anguille sous roche. Mais on a voulu se faire un pays de paix, un pays de calme. Il faut que les gens respectent le deuil des parents de leur compatriote qui est décédé. Je pense qu'en liant les situations, ça montre simplement que les gens sont aux abois. Quand les gens sont aux abois, ils n'ont plus de raison. Ils n'ont plus la tête n'est plus à la raison. On est à la passion. On sort tout et rien. On prend toute situation. C'est quand même dommage quand des intellectuels d'un certain niveau se font dire de eux-mêmes que le scrutin est maillé d'incidents, de morts. Je dis, mais on n'est pas quand même dans certains pays, ici au Bénin. C'est vrai que le dimanche 28, ils ont tout fait pour qu'il y ait mort. Ils ont tout fait pour qu'il y ait incident. Et les quelques heures de blocage de l'Internet qui ont permis, qui les ont empêchés donc de passer les informations, ces quelques heures les ont tellement mis à mal qu'on dit oui, Internet coupé. Non, il y a des mesures d'ordre public. Tout à fait. Il n'y a que l'autorité qui agit, qui sait dans quelles conditions elle a agi. Parce qu'on sent une communauté internationale absolument irresponsable, une classe d'intellectuels irresponsables qui ne comprennent pas que la mission d'ordre public est une mission plus délicate. On préfère qu'il y ait des situations comme au Rwanda, c'est-à-dire que quand Radio Mille Collines annonçait, comme le sait bien le dire mon ami Edouard Loko, quand Radio Mille Collines annonçait, faisait sa propagande, s'il s'était retrouvé un pouvoir pour l'empêcher, à l'époque, on va dire, entrave à la liberté d'expression, menace sur la liberté d'expression, dictature, tout ce qu'on va. Mais quand ça a débouché sur le génocide, les diatribes ont disparu et on a changé de paradigme. C'est la même chose. Les gens font preuve d'une telle irresponsabilité, préfèrent que les situations s'enveniment, préfèrent que les situations aillent dans le désordre avant qu'ils se réveillent. Alors, finalement, ils oublient tout ce qu'ils ont théorisé en termes de mission d'ordre public. Quand même, le droit administratif n'est pas inventé au Bénin. Les mesures pour rétablir l'ordre public ne sont pas des mesures inventées au Bénin. Il y a quand même que quand la collectivité est en danger, l'individu, parfois, il passe. Ça, c'est important parce que un individu plus une collectivité, la collectivité prend le dessus parce que la collectivité n'a pas de nombre. Tout à fait. La collectivité n'a pas de nombre. Et à partir du moment où la collectivité n'a pas de nombre, l'État qui est garant de la vie communautaire, l'État qui est garant de la sécurité des personnes et des biens, l'État qui est garant de la tranquillité des citoyens, est obligé parfois d'utiliser certaines mesures d'ordre public. Et le 28 avril, l'État a essayé de canaliser. C'est grave, c'est dommage que les organisations de droits de l'homme ne le remarquent pas. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas compris que des gens ont brûlé des maisons, brûlé des véhicules, saccagé des véhicules, brutalisé des journalistes. C'est quand même dommage que les gens ne le remarquent et que le gouvernement, que la police, l'armée, tout ce monde est resté passif pour éviter le carnage, pour éviter l'affrontement que les gens voulaient. C'est quand même pas dit, c'est malhonnête, c'est pas sérieux. Il y a des radios internationales, vous entendez des présumés, des supposés intellectuels, d'ici et d'ailleurs. D'ici, oui, vous les entendez raconter leur vie et cracher du feu sur le pays. Non, c'est pas responsable. Aucune théorie des droits de l'homme, aucune, ne dit qu'il faut mettre la communauté en danger au nom de l'individu. C'est pas possible. Et ça, la mission régalienne d'un État l'oblige à agir.
Et quand vous avez un État aussi responsable, un gouvernement aussi responsable que le nôtre, qui a essayé tout le temps d'éviter l'escalade, je pense quand même que ce qui s'est passé le 1er mai, c'est qu'on a poussé les gens loin. On a poussé à bout. Quand on a saccagé, brûlé, menacé, on est allé trop loin. Et on veut que l'État reste passif. Et qu'on continue. Dommage, il y a eu des situations dramatiques. Et on ne peut que les déplorer. Mais au même moment, en les déplorant, mais quand vous écoutez certains langages, vous vous dites, mais ils mettent de l'huile sur le feu. Ils continuent de mettre de l'huile sur le feu. Et ça, ils veulent que le Bénin soit un pays, justement, d'insécurité. Que le Bénin tourne comme d'autres pays. Parce que dans cette genre de situation, chacun joue son rôle. Il y en a qui ne sont pas contents de ce qui se passe au Bénin. Et ils sont prêts à tout faire pour désagréger ce qui se passe, pour que l'escalade atteigne un certain nombre de sommets. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il s'agit des intellectuels, des compatriotes qui sont heureux, et qu'on crache du feu sur le pays, mais ils sont pas. Je pense qu'il n'y a que les valeurs ont disparu. Et quand vous le dites, ils vous caricaturent, vous vous demandez, mais le sens du patriotisme, c'est où? L'amour du pays. Et à quoi ça sert aujourd'hui d'être un élu? Quand vous êtes élu, et c'est plutôt la parole des non-élus qui prend le dessus. C'est l'activisme des non-élus qui prend le dessus. Vous vous demandez, mais alors quelle est la place de l'État? Quelle est la place des institutions de l'État? Quelle est la place des lois publiques, des lois de l'État? Quelle est la place, donc, de tout ça dans l'État de droit? Donc, ceux qui font le tour d'Afrique et qui salissent le pays au nom de leur démocratie à eux, pas de la nôtre, je pense qu'ils sauront plier les chines progressivement, que le processus va évoluer. C'est pour ça que je voulais dire que le 16 mai est une journée de fête, c'est une journée de consécration, c'est une journée de gloire pour notre démocratie, mais une démocratie de rigueur, une démocratie de discipline, pour un pays qui veut se développer, voilà, de manière pas un autre, un pays qui est dans qui est dans des diatribes, avec qui est dans un refrain parfois non maîtrisé et dans un mimétisme de très mauvaise aloi. Non, c'est pas ça. On a tenté 30 ans ce mimétisme avec trop de bavardage, avec beaucoup de formules, avec moins de résultats, tellement moins de résultats qu'aujourd'hui les gens n'ont qu'à laisser le gouvernement avancer. Au-delà donc de l'opposition et autres, il y a quand même les institutions des droits de l'homme, certaines institutions en tout cas, qui demandent l'annulation de ce scrutin-là qui, pour beaucoup, est déjà consommé. Oui, c'est vrai qu'on entend, comme je vous l'ai dit, on entend tellement de choses qu'on se demande, est-ce qu'on parle du même Bénin? Est-ce qu'on parle des élections du 28 avril? Ou bien les gens parlent... Je pense que les gens sont dans leur monde, ils sont dans un mode virtuel qu'ils se sont créés. Et comme je vous l'ai dit, il y a une certaine race d'intellectuels, il y a certaines organisations. En fait, c'est une action presque concertée des gens qui sont dans leur format. Il y en a qui sont dans leur format habituel. Eux, ils ne peuvent pas ne pas condamner. C'est dans leur théorie. Ils vivent de ça. Sans ça, ils chôment. Donc ça, c'est d'abord la première race. Il y a la race qui est dans la marginalisation totalement de ce qui se fait pour noircir et pour montrer que ce qui se fait au Bénin est mauvais, pour pouvoir se positionner. Ça également, ces gens-là n'ont pas de vie politique. Alors, dans tout ça, il faut que le citoyen puisse se faire entendre. Je pense que dans ce qui se fait au niveau international aujourd'hui, il faut que également qu'au niveau de ceux qui appuient le système, ceux qui sont d'accord, parce qu'il y a une grande masse qui est d'accord avec ce qui se fait, mais qui se tait. À l'international aussi. À l'international aussi, on a vu aujourd'hui dans cette semaine dans les médias qu'un compatriote quand même, qui est à l'international, qui a écrit dans les médias son soutien au chef d'État. Ça n'a l'air de rien. Mais en dehors de ce compatriotes, il y en a plein, il y en a beaucoup qui appuient, qui sont contents, qui sont d'accord avec ce qui se passe au Bénin. Mais dans le silence. Mais ils sont dans le silence. Il faudrait bien que certains se donnent de la voix. Parce que, comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, je pose la question de savoir, mais quel est le problème? Si on était en mathématiques, on n'aurait pas ce problème. Puisque, comme je vous l'ai dit, les formules sont là. Elles ont été appliquées. Et il n'y a rien à dire. Après, ceux qui sont dans leur jeu d'esprit, mais ils sont dans la tricherie. Ils sont d'autant plus dans la tricherie qu'on dit, maintenant, Parlement monocolore. Le Parlement monocolore dont il parle, quel est le problème qui a amené à ce Parlement monocolore? Mais c'est la contestation des délibérations, des lois issues du Parlement multicolore. Et ça, ils ne le disent pas.
lorsque le Parlement multicolore qui est en place prend des décisions, vote des lois, dans la légalité la plus totale, et que des individus disent qu'ils ne veulent pas appliquer cette loi, ça ne les plaît pas, et que tout le monde trouve qu'ils ont raison, et qu'il faut faire tout l'impossible, on invite le chef d'État à faire tout son impossible pour les écouter, pendant ce temps, eux, ils montent les enchères, et que personne ne s'avise à leur dire, vous êtes sur le mauvais chemin. Alors, quand c'est comme ça déjà, avec un Parlement multicolore, alors, pourquoi dénoncer un Parlement monocolore? C'est là le problème, c'est que multicolore ou monocolore, les gens sont dans leur élément de langage, ils sont là pour attaquer, ils attaqueront, ils sont là pour rejeter, ils rejetteront, ils sont là pour dramatiser, ils dramatiseront. Et quand vous faites la politique de la chaîne vide, mais les autres vont partir. Le train n'attend pas le voyageur. C'est pas possible. Donc il y a un mouvement. Le 16 mai était impératif parce que personne n'a créé des conditions pour que ce ne fût pas le 16 mai. Alors donc ça c'est la première chose. La deuxième chose importante, sur laquelle il faut quand même remettre l'accent, c'est que on parle de moins de 30% de Béninois ont envoyé des gens. Mais comme je vous ai dit, dans un pays où le seuil de représentation de participation n'existe pas, aller créer ces choses, c'est faire preuve, c'est de ne pas être fair play. C'est être tricheur. C'est être tricheur parce que on avait la latitude d'inclure ces choses. On avait la latitude de rendre le vote obligatoire. C'est encore les mêmes qui vont dire que les droits de l'homme sont bafoués. C'est encore les mêmes qui le diront. Mais aujourd'hui, ils s'accrochent au taux de participation. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre droit. Ça, c'est le truc des médias. C'est les médias qui parlent des taux de participation lors des scrutins. Sinon, dans notre loi, nulle part, il n'y a pas de taux de participation. Il y a juste que, en termes de statistiques, dans le dépouillement, on fait le ratio entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants pour montrer quelle est la frange qui est sortie pour aller voter. Mais ça n'a pas d'autres mystères, pas d'autres éléments. Mais ils n'ont qu'à nous dire dans quel article de nos lois, dans quelle convention que le Bénin a ratifié, ces choses existent. Ils ne le disent pas, mais ils sont dans la tricherie. Si ce n'est pas dans ça, ils sont dans la tricherie. Parce que quand, je vous ai dit, les européennes qui vont se dérouler bientôt dans l'espace européen, vous allez voir, les taux seront moins de 40%, moins ils vont valider. Parce que justement, c'est comme ça. Et nulle part, personne ne va dire qu'il faut annuler les élections. Donc, nous inventons ces choses parce qu'il faut noircir. Et ça, c'est dommage parce que ces gens-là parlent du matin au soir, publient des documents, les partagent de réseau en réseau, et vous avez l'impression que tout est noir. Et maintenant, il y a une autre frange. Eux, ils sont douillets à l'extérieur, dans les pays où ils respectent les lois. Ils n'ont même pas le choix. Ils ne respectent pas les lois, on les expulse. Ils ne respectent pas les lois, on leur applique la loi. Mais ils sont là-bas, bien calés, et ils sont prêts à ce que ça prenne feu ici. Parce que pour eux, c'est un jeu. Nous sommes un théâtre où on peut nous mettre en action. Et eux, là-bas, ils sont les spectateurs. Je pense qu'il se joue plusieurs enjeux au Bénin. Et c'est pour ça que moi, je salue la sérénité du gouvernement, du chef de l'État, des ministres, en tout cas de toutes ces institutions, la Sénat, la Cour constitutionnelle, la célérité, la sérénité qui ont caractérisé tout ce processus et qui fait que, malgré tout, nous maintenons le cap. Je pense que les hommes peuvent passer, les institutions doivent rester. Les hommes passeront, les institutions doivent rester. Et force doit rester aux institutions. Autrement, le socle démocratique n'existe plus. Et si ce socle n'existe plus, on va retomber dans autre chose que la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Et en ne le disant pas clairement, on aurait trahi sa conscience et trahi sa patrie, comme beaucoup le font de manière vraiment honteuse. Et c'est quand même dommage. Quand on a tout ça, il y a quand même à se demander ce qui reste de l'image du Bénin. Non, mais c'est l'image que les gens ont envie d'atteindre. C'est l'image qu'ils sortent des théories tous les jours, ils sortent des logiques tous les jours qui ne répondent qu'à leur logique à eux. Ils sortent ça tous les jours. Je pense qu'il faut rester zen. Quand c'est comme ça, un pays sérieux se doit de rester zen. Je pense que les libertés publiques existent. Tout le monde. Les gens, ils se promènent librement. Ils injurient le chef d'État tout le temps. Ils injurient les institutions de la République. Ils menacent et disent qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. Je pense que c'est contradiction. Non, c'est pathétique. Ça montre à quel niveau
les masques tombent. À quel niveau les gens n'ont plus de repères? Ils sont perdus entre eux-mêmes. Ils ne savent même pas suivre leur propre logique. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus croire en eux. Mais de toute façon, il y en a qui se comportent en bouffon. Hein? J'espère que le jour, ça va, certains retours de commentaires reviendront. Je pense qu'en ce moment, ils comprendront qu'il leur faut se mettre à jour des nouveaux développements. L'image, donc, résiste à toutes ces attaques. C'est quoi vous appelez image? Mais un pays ne s'occupe pas de son image. Un pays, d'abord, c'est la satisfaction des besoins essentiels des populations. C'est quoi l'image? L'image est fabriquée par les médias. L'image est fabriquée par... C'est quoi? On parle de lead démocratique, notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça vous donne à manger? Ça développe le pays? Ça développe les infrastructures? Ça règle les 5 besoins fondamentaux? Mais la question du développement est importante. On nous a dit en 90, il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de développement sans démocratie. 30 ans après, on a vu, c'est faux. C'est d'autant plus faux qu'on n'a pas encadré. En réalité, ce n'est pas impossible ce qui est dit, mais c'est dans des conditions de discipline. Il n'y a pas de développement sans démocratie quand tout le monde est discipliné au niveau des règles, de l'application des règles. Mais dans un pays où tout le monde les gens se prennent du plaisir à ne respecter les règles que ça leur profite. Et on est dans le déni des règles systématiquement. Comment vous voulez dire qu'il n'y a pas de développement sans démocratie? Mais la démocratie, son contenu est bafoué par les... Je vous ai dit, comment un parlement légitimement en place, sur la base des tests reconnus, vote une loi, deux lois, auxquelles on a proprement participé soi-même, loi règlement votée, promulguée, et votée, rendue conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, promulguée, publiée régulièrement. Comment, en application de telle loi, on va vous dire que non, la loi est taillée sur mesure, et on vous dit d'aller au consensus, vous montez les enchères, et pourtant, on vous dit que c'est vous qui avez raison. Dans quel pays ça fonctionne comme ça? Dans aucun pays. C'est de l'anarchie, c'est du désordre. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut pour que l'image. Mais donc, c'est une image factice. C'est une image fabriquée. C'est une image instinctive. C'est pas une image réflexive. C'est pas une image. C'est une image émotive. Non, l'émotion est nègre. Cessons d'être émotifs. Cessons d'être émotifs. Cessons d'être émotifs. On ne peut pas aller au développement dans l'émotion. Un peuple qui veut se prendre en charge, c'est un peuple qui réfléchit. C'est un peuple qui se bat. C'est un peuple qui se débat pour sa survie. Et aujourd'hui, avec la rigueur des situations que nous vivons, un pays doit se battre d'abord pour son développement, pour le développement de ses fils et filles, pour le bien-être moral, physique, psychique de ses fils et filles. Arrêtez de se mettre à dérouler des formules mal maîtrisées et maîtrise une très mauvaise loi, comme je l'ai dit, et qui nous conduit qu'à des cacophonies sur cacophonies. Non, mais ça, c'est pas ça le développement. Mais tout de même, au-delà de tous ces tirs croisés dont on a parlé, tout le monde se met au pas finalement. Tout le monde se met au pas, non. Il se fait que... Il y a toujours des frustrés, sans doute. Je pense qu'il appartient au gouvernement de maintenir le cap, d'essayer de faire de la pédagogie par rapport à certains frustrés. De l'explication. Qui ont quand même du respect des institutions. Il y en a. On a écouté des gens qui disent on n'est pas content, mais on demande que le processus se déroule. On n'est pas content, mais on souhaite qu'il n'y ait pas de violence. On n'est pas content, mais nous sommes les apôtres de la paix. Voilà le comportement normal d'un citoyen patriote. Après, effectivement, il faut s'attaquer aux causes de la situation. Il faut aller vers les causes. Parce que les causes qui entraînent les effets, si on tue les causes, il n'y aura pas d'effet. Et c'est quand on se tait, on fait un peu l'idéologie du singe autour des causes, que finalement, les effets arrivent et parfois nous frappent. En fonçant notamment sur les questions de développement, le gouvernement s'attaque aux causes. Oui, le gouvernement est dans l'action. Le gouvernement est dans l'action de développement. Le gouvernement est dans l'action de développement durable. Là, il n'y a pas de souci. Mais le problème qui se pose, c'est justement ceux qui sont là pour tirer entre les pattes. C'est ceux qui sont là pour montrer que tout est noir, pour montrer que ça ne tourne pas dans le pays. C'est ceux qui vont aujourd'hui parler du panorama monocolore sans savoir quelles sont les causes. Regardez les logos des deux partis. Est-ce que c'est monocolore? C'est quadrichromie. Et la quadrichromie, c'est au moins 4.
4 couleurs, comme ça c'est dire quoi. Donc, c'est pas monocolore, c'est multicolore, ça c'est une évidence. Si on quitte le terrain de la blague, regardez, il y a deux partis politiques qui sont représentés au Parlement. Mais dans les deux partis politiques, nous retrouvons pas moins d'une cinquantaine de forces politiques influentes qui existaient avant. Ça, on ne le dit pas souvent assez également. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont au Parlement, mais il y a des personnages à 2 ou 3 exceptions près. On a tous ceux qui y étaient en 2015. On a tous ceux qui y étaient en 2015, en 2011. De tous les camps. Hein? Parce que justement, c'est une fusion, c'est deux fusions majeures. Et ces deux qui ont rejoint n'étaient pas avec le président Talon en 2016. Donc quand on parle de partisans, qu'il n'y a pas l'opposition, mais c'est à croire que dans nos textes, on a dit l'opposition doit y aller. Qui est l'opposition? Mais qui est l'opposition? Mais il s'oppose à quoi? Voilà. Donc il y a assez de flou, de nébuleuses dans ce qui se dit, qu'il y a quand même, il faut bien que quelqu'un dise, mais un jour, siffle la fin de la récréation. Parce que c'est comme si le Bénin a violé quelque chose de fondamental. Donc il parle de rupture de la démocratie, parce qu'il faut narguer. Non, c'est pas ça qui est normal. Et c'est parce que c'est pas ça qui est normal qu'on doit le marteler comme il faut. Et qu'il faut qu'il y ait des relais pour dire ce n'est pas ça qui est normal. Ce qui est normal, c'est le respect des textes qu'on s'est donné soi-même. C'est le respect des institutions qu'on s'est donné soi-même. Au nom de l'état de droit et de la démocratie. Autrement, on est en déni de démocratie. Et il est surprenant que bien des sachants s'accordent dans ce sens. Alors, ces sachants-là, donc, qui s'accordent, doivent peut-être, comme vous, un peu plus parler pour freiner, on va dire, l'effet des fausses propagandes. Non, il ne s'agit pas de parler pour parler, il s'agit de montrer, il s'agit d'expliquer. Et il s'agit d'expliquer. Si vous n'expliquez pas, personne ne comprendrait. Alors, on va revenir à l'événement du 17. À une question, est-ce que c'était le bureau attendu? Bon, c'est vrai que j'étais attendant des bureaux. J'étais même déjà fait la répartition géographique des clichés. Et ça montre un peu l'état d'âme dans lequel nous fonctionnons. Mais en réalité, si on veut rester, disons, sérieux, oui, c'est le bureau attendu, tout au moins dans la configuration, c'est-à-dire 4 pour le parti qui est sorti vainqueur et 3 pour le parti qui est sorti vaincu, et saluer le parti vainqueur de ne pas être trop gourmand. Parce que, justement, la démocratie, c'est la loi de la majorité, et en principe, qu'est-ce qu'on nous a appris? Vous savez, les gens, ils ont sorti des théories, après ils se perdent dans leurs théories. On dit la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais il faut prendre en compte la minorité. Donc c'est simple. Vous prenez 5, on leur donne 2, et quels 2 encore? Les petits postes. Non, ici, ça a été plus sérieux. Je pense qu'il y a eu 7 postes. L'Union progressiste qui est sorti vainqueur a empoché naturellement le perchoir, la première vice-présidence, la questure et le secrétariat et le deuxième secrétariat parlementaire. Ouais, c'est assez sobre. Je trouve que c'est assez équilibré. Donc pour moi, sur le plan de la répartition, oui, je trouve que c'est déjà ce qui est attendu, c'est ce qui devrait être qu'il a été. Ensuite, sur le plan effectivement des noms des hommes et des femmes, première chose, je l'ai dit, pour moi, c'est déjà heureux qu'on ait une femme comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est nouveau, c'est fort et c'est un bon message du président Talon, de sa majorité, parce que tout est un ensemble. Je pense que ils se disent, les deux partis, soutenant l'action du gouvernement. Je pense que c'est eux qui ont tenté une révision de la Constitution entre-temps. Une bonne partie parmi eux, le BMP, pour qu'il y ait plus de femmes. C'est vrai qu'on n'a pas eu plus de femmes au Parlement, mais déjà, en positionner une comme première vice-présidente, c'est un signe fort. Et on s'est retrouvé dans un Parlement avec 2 femmes. C'est une première dans l'histoire de notre pays, il faut le noter. Mais tout le monde est tourné vers le président lui-même. Donc, alors, président, bravo-nous, je n'aurais pas misé, effectivement. Je n'aurais pas misé. Mais, vous voyez, c'est comme il n'y a pas de hasard. Je n'aurais pas misé. Mais quand vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui a été élu en 2003. C'est la dernière race actuellement, si on peut parler ainsi. Il fait partie c'est les plus anciens du Parlement aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous regardez Vlavonou, je ne sais pas si il y en a qui y étaient depuis 1999. Parce que c'est Kalafia ayant démissionné. Donc, c'est dans sa place. Donc, la génération des députés en place en 1999
c'est Ralafia qui était beaucoup plus, qui était le porte-flambeau de cette génération-là, sinon le seul rescapé. Si je peux me tromper, c'est vrai qu'il y a Zoumarou, voilà. Donc, du coup, il y en a plus non, il y en a plus beaucoup. En termes de régularité, je crois que c'est lui. Depuis 2003, on peut dire que, donc, après la 4e législature, il est resté régulier. Il n'a pas siégé à la 4e législature, il a été élu. Donc, il connaît la vie parlementaire. Il connaît l'activité parlementaire. Il connaît les rouages parlementaires. Il a été porteur de plusieurs lois. Tout à fait. Il connaît l'opposition parlementaire. Il connaît la majorité parlementaire. Il connaît la minorité parlementaire. Je pense qu'il connaît tout le rouage de la vie parlementaire. Et je pense qu'il est un homme de rigueur. Non, j'ai eu la chance de le côtoyer un peu lorsque j'étais à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il était le porte-parole, le président donc, de l'association des députés pour la bonne gouvernance, notamment en tout cas, il y a eu une association du genre, la PNAC, l'association des parlementaires pour la bonne gouvernance, comme ça. Et nous avons eu à travailler sur beaucoup de projets, beaucoup d'actions. Il était régulier aux réunions, ponctuelles. Et quand il dit je viens, il vient. Et quand il dit je ne suis pas disponible, il n'est pas disponible. Je pense que le président Vlavonou, c'est peut-être pas une figure qu'on a vue venir, mais c'est une figure représentative de notre vie parlementaire. C'est un président qui me convient. Voilà. On va parler alors des défis. Il faut faire quelque chose à l'endroit notamment de la classe politique qui, dans l'ensemble, n'est pas contente. Vous-même, vous l'avez bien souligné. Non, la classe politique est contente. Hein? Elle a des sentiments assez mitigés, d'accord. Mais quand on dit que la classe politique n'est pas contente, non, il y a une certaine classe politique qui n'est pas contente. Tout à fait. L'opposition notamment. Mais quand vous dites la classe, très bien. Si vous dites la classe politique n'est pas contente, c'est généralisé, c'est pas possible. Donc, il faut faire quelque chose. Effectivement que, quand vous écoutez le discours du doyen d'âge, vous écoutez le discours du président Vlavonou, vous avez dans les deux discours, je pense, une sorte de feuille de route. Mais vous voyez, moi, je suis d'accord, et comme on était d'accord depuis les rencontres du chef de l'État avec les partis politiques, soit de l'opposition, soit tous, le 21, hein, si je me trompe, le 25 février et le 6 mars, on est tous d'accord qu'il y a un dialogue. Et voilà encore l'une des tares de ceux qui se donnent à l'œuvre de destruction du pays, de destruction donc de la démocratie du pays, de marginalisation du pays, donc de dramatisation de ce qui se passe. Voilà encore l'une des tares. Mais ils ne voient pas, pour aller au dialogue, il faut être deux. Tout à fait. Quelles que soient les bonnes volontés émises par ceux qui sont là, le président Vlavonou, son bureau, tous les organes parlementaires, quelle que soit la bonne volonté, mais si les autres ne s'ouvrent pas, il ne peut pas avoir de dialogue. Et c'est ça qui a bloqué. Moi, je reste enfermé dans ma logique qu'il y a eu le consensus qu'il y a eu. Pourquoi personne n'a demandé à l'opposition et n'a dit à l'opposition, mais c'est vous êtes responsable de la crise politique. Mais les gens ne le disent pas. Et c'est ça qui est frustrant. Parce que moi, je ne suis pas parlementaire, mais je suis un citoyen. Je suis un citoyen qui appuie les réformes politiques. Parce que vous ne pouvez pas avoir soutenu le changement, avoir soutenu la refondation de la République, avoir applaudi le principe d'une dictature du développement, parce que, comme je vous ai dit, le chapelet de logique des refrains et autres formules stéréotypées de type démocratie, état de droit, machin, n'a de contenu que si les gens sont alphabétisés, si les gens mangent à leur faim. Vous savez, on parle de la corruption des médias, on parle de la corruption, on parle des médias, on parle d'achat de conscience. Mais si les gens sont conscients que c'est eux le peuple, que c'est leur vote qui envoie au Parlement, qui envoie à la présidence de la République des personnalités qui décident en leur nom, mais ils comprendront comment il faut orienter leur vote, même si on les corrupte. Mais les gens, on préfère les maintenir dans l'analphabétisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous comprenez qu'il y a un travail d'abord à faire. Et si ce travail n'est pas fait, on ne peut pas dire qu'on avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie a des limites et il y a des conditionnalités pour parvenir à une démocratie parfaite. Et en 30 ans, on n'a pas avancé. On est resté dans la petite élite.
qui en disent, ou du genre où deux présidents descendent au marché pour dire, voilà, il faut passer sur notre corps, c'est nous le peuple, nos institutions sont mauvaises. Mais il y a qu'au Bénin qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Nulle part. Mais le peuple se respecte. Les institutions se respectent. Si vous ne le faites pas, vous vous mettez hors la loi. Mais quand tu le dis, on va dire que c'est injure. On va expliquer que c'est une injure, c'est un manquement. Mais c'est-à-dire que il y a des lignes qu'aucun président français, américain, allemand ou chancelier, dans une grande démocratie, premier ministre britannique, personne ne peut franchir. Mais au Bénin, les gens le franchissent et la classe politique, des présumés, des supposés intellectuels, trouve aucun inconvénient. Tout le monde trouve que c'est normal parce que le pouvoir, si, le dialogue politique, il faut faire ça. Non. Il faut remettre les choses à l'endroit. On ne peut pas élire nos institutions, un président de la République, mettre en place nos institutions et après donner mandat à ceux qui ne sont pas élus. On ne peut pas élire des gens sur la base des lois, sur la base des processus validés et après donner la parole à ceux qui n'ont pas été élus et donner quitus, caution à leur parole. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. La voix de l'élu, c'est la voix du peuple. C'est comme ça doit être, dans le cadre du mandat qu'il a et dans la limite, dans la durée de ce mandat. Mais à partir du moment où la voix de l'élu se noie dans un tohu-bohu savamment organisé par d'anarchistes modernes utilisant des formules stéréotypées, et ça se pose un problème alors de limite de la démocratie. Vous concevez avec moi que l'action à mener par le nouveau bureau, comme par le nouveau Parlement, ne peut s'insérer que dans une dynamique globale d'acteurs responsables qui veulent bâtir un pays. Les élections sont terminées. On ne peut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Elles ont eu lieu. Elles sont valides. Comme moi je le dis, il n'y a pas... Ceux qui posent des problèmes de légitimité sont des tricheurs. Il ne faut pas faire play. Je vous ai dit, moi, je suis sportif, j'ai été arbitre de football, et je regarde les matchs de football comme un peu des phénomènes de la vie. C'est-à-dire que même le sport en général. Parce que regardez, quand vous regardez le tennis, vous voyez parfois quand la balle frôle les lignes, on permet aux gens d'avoir la vidéo un certain nombre de fois. Mais dès qu'ils épuisent le nombre de fois, ils ont droit à la vidéo. Le reste est laissé à la providence, est laissé au hasard. Et parfois des points gagnants sont des faux points. Parce que l'arbitre ne peut pas tout voir. En football, je l'ai dit, mais la dernière chose, c'est la main de Thierry Henry. Quand je l'ai dit toujours en 2009, j'étais en discussion avec un ami, et j'ai dit, on appelle ça fait de jeu. L'ami était tellement fâché. Il dit, mais toi, Agapi, non, mais tu n'es pas sérieux, c'est pas normal. Dans un match, il y a les faits de jeu. Et les faits de jeu font partie, agrémentent. Regardez la dernière Coupe du Monde de football. Malgré la vidéo, le VAR, il y a eu toujours des situations qu'on n'a pas pu décanter, ça c'est vrai. Il y a où le VAR, on a passé plusieurs fois et l'arbitre a pris quand même la décision. Et les médias ont quand même pas passé le temps à contester parce que justement, c'est comme ça. L'UEFA expérimente des arbitres, des juges de touche au niveau de la surface de but. Mais ça n'empêche pas des mauvaises appréciations parce que dans une compétition, il y a naturellement les faits de jeu. Et ces faits de jeu n'enlèvent rien au charme de la compétition. C'est des gens qui n'ont pas le sens de la compétition, qui n'ont pas le sens de l'humilité. C'est des gens qui ne savent pas gagner ni perdre, ou des gens qui ne connaissent que gagner, qui ne savent pas perdre, qui s'accrochent à ces choses-là. Et je parle dans la vie. Parfois, vous êtes jugé au tribunal, vous n'êtes pas coupable. Mais la justice des hommes vous juge. C'est parfois la même nature qui vous réhabilite. Ça existe dans le monde. Ça a existé ici au Bénin. Donc, on ne peut pas. Quand vous voulez vous donner, faire justice, vous n'êtes plus. Quand vous dites que vous êtes spirituel, vous ne l'êtes pas. On vous êtes plein, ils vont à l'église, ils vont dans les mosquées, vous allez voir le jour de Ramadan, vous allez voir beaucoup qui vont mettre leur turban, ils vont aller faire prière, vous allez voir lorsqu'il y a des fêtes de chrétiennes, vous les voyez. Mais quand les imams élèvent la voix pour dire la paix, quand l'église, les différentes confessions religieuses élèvent la voix, vous les voyez encore dans l'escalade. Alors quel type de chrétien ou de croyant il démontre. Vous voyez, donc dans toutes les sphères, vous voyez que les gens n'ont pas du temps à se remettre en cause, à rentrer en eux-mêmes en disant, mais c'est quand même du pays. Mon petit ego
va disparaître un beau jour. C'est disparaître sous terre, disparaître peut-être des mémoires, mais le pays va continuer de rester. Imaginez quand je regardais le bureau de l'Assemblée nationale la dernière fois, quand j'ai regardé l'image, je revoyais encore ce bureau de l'Assemblée nationale avec les Sarakina Jérôme. Oui. Imaginez-vous, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à l'époque. Je vois avec M. Kalafia, vice-président de l'Assemblée nationale, avec qui encore? Donc, avec Bruno Amoussou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, lors de la première Sévérin Jovet, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, j'imaginais, je revoyais encore toutes ces législatures qui passaient. Mais ces gens-là sont où? Ceux qui vivent sont en hors du schéma. À Jovet Sévérin, il n'y a plus de député. Bruno Amoussou a abdiqué. Iji Korale a abdiqué. Mathurin Nago a abdiqué. Adrien Gbedji a terminé. Sakakina est décédé. Et pourtant, le Parlement tourne. Mais les individus vont disparaître. Les institutions vont rester. Il faut que nous puissions apprendre à respecter nos institutions. Il faut que nous puissions apprendre à aimer le pays. Et ce n'est pas quand son moi est tellement fort qu'on se promène par-ci, par-là, et qu'on pense qu'on injurie tout le monde, qu'on est patriote. Non. L'injure, c'est l'âme des faibles. Nous a-t-on appris. Et savoir perdre, c'est savoir gagner. Et ceux qui ne savent pas perdre, c'est eux qui sont témoins, c'est eux qui sont les vecteurs de la violence. Voilà. Donc, quelle action? Quand on demande quelle action, mais quelle action vous pouvez mener si vous êtes seul? Donc, tout ce développement pour dire qu'il faudrait, les confessions religieuses ont fait leur médiation. Mais il faudrait, je n'ai pas encore entendu l'opposition, j'ai entendu une personnalité dire oui, d'accord, mais voilà nos conditions. Non, ce n'est pas dans la presse qu'on met les conditions. C'est la table de négociation. Si vous voulez la paix, vous allez en discipline à la table de négociation et vous dites ok. Et puis, quand vous voulez déjà négocier, vous avez des conditions sans lesquelles vous ne pouvez pas dire non. On ne monte pas les enchères dans cette nuit. On parle de la paix. La paix n'a pas de prix. Et quand vous êtes un homme et plus de paix, vous devez être en mesure de concéder. Oh, quand vous mettez là-bas, en disant moi, sans ça, il y a... Mais non, vous êtes dans l'excessif. Hein? Et tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, je pense qu'il faudrait que ceux qui pensent que leur voix porte plus que celle du peuple, je pense qu'il faut qu'ils puissent regarder leur suffisance, leur ego, comme ceux de mortels et qui disparaîtront, comme beaucoup d'autres ont disparu, comme nous disparaîtrons, mais que le pays restera. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on puisse le dire sans convaincre, parce que les violences électorales au Bénin, François Oudo a sorti opportunément un document sur lequel on risque de revenir, un document sur les crises électorales au Bénin. C'est pathétique. Vous allez voir que le Dahomey, le Bénin, on a tenté tous les systèmes. Et c'est cette absence. On ne veut pas perdre. Et parce qu'on ne veut pas perdre, il y a des situations préélectorales et post-électorales éblouissantes. En 70, c'est pas possible. Je ne sais pas si le colonel Beto vit encore, mais il était président de la commission électorale. On ne peut pas, ça ne peut pas se passer. On a mis il y a eu bien de sang. En 70, ça nous a conduit à quoi? À la suspension du processus électoral, à la mise en place du conseil présidentiel. Finalement, les trois se sont retrouvés, ils étaient heureux. Chacun dans son quartier. Chacun a gagné. Chacun a gagné. Mais malgré ça, ils n'ont pas... Ils opéraient dans l'ombre. Ils opéraient en coulisses pour se bloquer. Malgré qu'ils étaient ensemble dans un creuset dénommé conseil présidentiel. Au Dahomey, devenu Bénin, on a un mal. Le mal de savoir perdre. Et ça se transmet, c'est comme si c'est génétique. Ça se transmet de génération en génération. Donc il faut stopper ça. On ne peut pas. C'est pas l'apocalypse, ça. Il faut qu'on puisse dominer cela. Et c'est les égos individuels. Alors, donc, il y a une certaine génération qui ne connaissent pas ces choses-là. Et qui pensent que tout a commencé hier. Tout a commencé. Et c'est eux que vous lisez, qui ne comprennent rien à rien, qui racontent toute leur vie sans connaître même le début de leur génération à eux-mêmes. Donc, c'est ça, il faut corriger. Et ceux qui doivent le corriger, hélas, c'est pas mieux qu'on entend encore ceux qui sont à l'avant-garde, donc de la violence, de l'escalade. C'est eux qui doivent transmettre. Donc, s'il y a une action à mener aujourd'hui, c'est d'être différent. Je pense que le bureau de l'Assemblée nationale, le président, dans son discours, a lancé une balle qui rejoint celle de tous ceux qui appellent à la paix. Il appartient maintenant à l'opposition, pour être clair,
Donc, de reprendre cette balle au bon. Et quand on dit l'opposition, vous voyez, regardez autour de nous ceux qui font du bruit, tous ceux qui vont et viennent. C'est eux qui doivent se calmer. Et se calmer pour laisser la place. N'oubliez pas que les élections locales sont dans quelques mois. Alors les gens vont passer leur temps aujourd'hui à se promener, à bavarder. Et à la veille des élections, ils vont dire non. Il y a blocage, il y a exclusion. Au lieu de se lever et de se mettre au pas, de corriger ce qui doit l'être encore, de rectifier ce qui doit être rectifié, pour que les élections locales se déroulent dans une ambiance de paix, on va attendre encore le dernier moment. On va dire, il y a ci, il y a ça. Et on va rester dans ce... Parce que les gens ont envie que ça casse. Talon doit partir. Il ne doit pas finir son mandat. C'est ça qu'on entend. Et les gens font tout. Ils font fait de tout bois pour qu'on en arrive là. Espérons que les mannes de nos ancêtres puissent les en empêcher et que le pays continue de vivre son ambiance, son atmosphère de paix. Globalement, moi, je pense que s'il y a une action que le bureau doit mener, s'il y a des choses à faire, c'est d'abord de tendre la main de la paix. Et puis, après cela, il faudrait qu'en face, que les gens saisissent cette main, parce que l'État est au-delà des individus. Et l'État ne peut pas se laisser et vivre au rythme des individus. L'État au-dessus des individus, il doit continuer à l'être. C'est ça qui permet au peuple de manifester alors sa suprématie, sa souveraineté et d'exercer son pouvoir souverain. Voilà. Alors, dernière question pour sortir de ce décryptage-là, c'est quand même que quand on voit tout ce que vous décrivez, on se dit cette législature-là risque d'être une législature de transition. D'ailleurs, on est déjà dans la transition démocratique. Nous sommes déjà dans une phase de rupture. On a une belle phase de rupture. Comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé le 16, c'est sublime, c'est énorme. On n'en voit pas la portée parce qu'il y en a qui travaillent à amenuiser, à noircir. Non, la transition a commencé déjà. Je pense que le changement, le vrai, c'est maintenant. Ça se change en termes de rupture. Alors, oui, notre Parlement peut être un Parlement de transition. Transition vers un Bénin beaucoup plus organisé, plus discipliné. Mais ça peut être aussi un Parlement de transition si des forces politiques s'entendent, peut-être pour aller vers de nouvelles dynamiques. Ça, ça peut être des choses que... Parce que ça peut ne pas faire les 4 ans. Après le moment où les différentes forces politiques s'entendent, et sur la base d'un cas de charge qui est clair, et qui est soutenable, qui est soutenu par tous, c'est ça le consensus. Soutenu par tous, ou pas la plus grande, non. Et je pense qu'on peut amorcer une nouvelle transition politique. Peut-être. Mais il y a la transition politique, il y a la transition institutionnelle. Dans le cas d'espèce, on n'est pas en transition institutionnelle. Parce que le Parlement est mis en place pour 4 ans dans le cadre de la Constitution du 11 décembre 1990. Donc il est en place. Ensuite, au niveau politique, oui, on peut amorcer une transition politique qui peut déboucher maintenant sur une transition institutionnelle, si tant est que les acteurs le veillent bien. Donc je pense que toutes les options sont ouvertes. Il appartient aux acteurs politiques de jouer leur partition pour que nous puissions aboutir quand même à... Il faut que tout le monde soit dans la dynamique de la construction de l'État, dans la dynamique de l'avancée démocratique, mais une avancée démocratique qui a pour objectif de conduire au développement durable intégral. Si on n'est pas dans ça, et on est dans le mimétisme de mauvaises lois, comme je le dis, et dans la répétition effrénée de formules stéréotypées, je ne pense pas qu'on puisse avancer. Et c'est là ce qui se passe. En fait, on est aujourd'hui à un carrefour de deux pensée de développement. Il y a ceux qui pensent qu'on doit continuer dans la léthargie habituelle à bavarder, à réciter des incantations démocratiques, comme si il suffit de le dire pour que le pays se développe. Et puis il y a ceux qui, opportunément, pensent qu'il faut passer à des étapes supérieures. Il faut, après avoir diagnostiqué les maux qui empêchent, qui minent le développement, il faut qu'on aille maintenant aux solutions idoines. Et si ces solutions sont parfois radicales, il faut les appliquer pour que demain, les générations à venir ne souffrent plus des mêmes léthargies. Je pense que c'est de ça. Ces deux idées du développement, ces deux visions du développement de notre pays qui sont en jeu aujourd'hui. Et vous voyez les tenanciers de la thèse rétrograde du maintien du système passé et faire des scléroses et de léthargie dans un mimétisme, comme je l'ai dit toujours, de mauvaise loi, avec des incantations. Non.
il y a ces tenanciers-là. C'est eux qui maintiennent ce système en place. Et il y a ceux qui ont envie qu'on avance dans une sorte de rupture, avec un passé qui n'a que trop duré. Et c'est là qu'il faut, je pense que le peuple souverain a compris. Hein, et c'est là, c'est grâce à cette compréhension d'ailleurs, que nous avançons. Ce qui s'est passé le 16 mai n'aurait pu se passer si on n'avait pas eu cette compréhension du peuple souverain. Et c'est ça qui est déjà la seule, je pense que c'est ça, hein, la raison d'être content, d'être fier d'être béninois, d'être fier de ce peuple, d'être fier du gouvernement en place et d'être fier du président Patrice Talon. Que dire alors, que dire pour conclure ce décryptage-là de la semaine? Il faut dire que le Bénin avance, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Il y a dans les grands changements, les révolutions, on l'a déjà dit, que c'est une révolution douce, c'est une révolution institutionnelle, c'est une révolution qui se déroule. Donc dans les révolutions, il y a toujours ceux qui sont des visionnaires. Toute révolution est portée par des visionnaires. Des gens qui sont inspirés. Et qui ont de l'avance sur leur temps. Et qui ont de l'avance. Donc c'est eux. Et ils entraînent avec eux un certain nombre de personnages. Aujourd'hui, le visionnaire, c'est le président Patrice Talon. Autour de lui, un certain nombre de personnes qui pensent qu'il est sur le bon chemin. Donc, c'est comme la locomotive. Quand à partir du moment où on croit qu'il est sur le bon chemin, on ne peut que le suivre. Les wagons suivent la locomotive, ça s'en va là où il les amène. Mais à partir du moment où ils sont liés par le destin, par une communauté de destin, ils ont confiance en la locomotive. Et le président aujourd'hui Talon est une sorte de locomotive que nous suivons qui impacte le développement durable. Donc, c'est ça. En face de lui, il y a, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont de l'ancienne école, donc d'un Bénin irresponsable, c'est-à-dire un Bénin où personne n'est responsable de rien, où on ne peut s'obliger à rien, mais on veut tout avoir, et on prend les incantations démocratiques comme le début et la fin de tout. Non. On prône la démocratie, mais on n'est pas en mesure d'en respecter les règles. Ce n'est pas de ce Bénin qu'on a besoin en 2019-2020. On a besoin d'un Bénin qui avance, un Bénin qui vainc les vieux démons du sous-développement et qui regarde l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Mais pour regarder l'avenir avec optimisme, il faut travailler. Il faut travailler dur, il faut s'obliger à quelques sacrifices, et c'est cela qui fait mal à certains. Mais pour faire des omelettes, il faut bien casser des œufs. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, dans le décryptage de l'actualité de la semaine. À dimanche prochain.